Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, je vais parler de la radiothérapie dans les cancers du poumon. Et j'ai... Je sais pas comment ça va. J'ai divisé un petit peu ma présentation sur 3 petits chapitres. La radiothérapie dans les formes précoces, la radiothérapie dans les formes localement avancées et la situation post-opératoire qui devient de plus en plus rare, on va dire. Alors, pour ce qui est des formes précoces, et quand on parle de radiothérapie dans les formes précoces, c'est essentiellement la radiothérapie stéréotaxique. Et elle est indiquée, bien entendu, pour les petites formes, le stade A, inopérables essentiellement, ou des patients qui refusent la chirurgie. Bien entendu, elle a sa place dans les formes oligométastatiques, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Alors, pour ce qui est de la radiothérapie stéréotaxique par rapport à la radiothérapie classique dans les formes localement avancées, bien entendu, les choses ont évolué et on a un niveau de preuve intéressant avec une étude randomisée qui a malgré que c'est une centaine de patients, mais elle a pu faire la part des choses et en comparant radiothérapie stéréotaxique versus une radiothérapie standard de 64 degrés ou 50 degrés en 20 séances. Avec un suivi de 2 ans, l'objectif principal était le temps jusqu'à la rechute locale. Et vous voyez que la rechute locale est largement en faveur de la radiothérapie stéréotaxique et de la même façon, le gain en survie. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas proposer, si on a la possibilité de proposer de la radiothérapie stéréotaxique, on ne peut pas proposer une radiothérapie classique pour un stade 1, donc une forme localisée. Et ces résultats sont obtenus avec donc il y a une supériorité de point de vue contrôle local par rapport à la radiothérapie classique 3D, mais une toxicité tout à fait acceptable. Et donc les auteurs concluent à ce que le standard pour ces formes-là, c'est la radiothérapie stéréotaxique pour un stade 1. Alors, on peut titiller les chirurgiens qui viendra après peut-être défendre son travail. Est-ce que pour les formes opérables aussi, est-ce qu'on peut proposer la radiothérapie stéréotaxique au lieu de la chirurgie? C'est vrai que c'était difficile de proposer des études randomisées. Il y avait 2 essais qui ont clôturé rapidement pour défaut d'inclusion. Je ne sais pas la faute à qui. Mais finalement, sur un faible nombre de patients dans chaque groupe, radiothérapie versus chirurgie, une trentaine de patients, c'est vrai qu'on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions, mais quand même, il y avait une sorte de différence qui peut être qualifiée de significative, même si on accepte de raisonner sur une soixantaine de patients en faveur de la radiothérapie stéréotaxique. Par contre, la survie sans événement, il n'y avait pas de différence. Et quand on voit sur ce tableau-là, la survie à 3 ans est en faveur du groupe de radiothérapie stéréotaxique. Par contre, il y avait plus de récidives, ici des récidives ganglionnaires, parce qu'effectivement, la différence entre la chirurgie et la radiothérapie, c'est que la radiothérapie stéréotaxique va s'intéresser uniquement à la tumeur, alors que la chirurgie, il y a un geste ganglionnaire. Donc, ça pourrait être une alternative, mais bon, on ne peut pas conclure réellement sur une série de soixantaine de patients, mais pour dire que ça peut être aussi une alternative pour les patients opérables. Et elle semble mieux tolérée que la chirurgie, puisqu'il y avait un peu plus de décès dans le groupe de patients opérés. Alors, le consensus européen pour les indications de la radiothérapie stéréotaxique dit clairement que la radiothérapie stéréotaxique pour les formes localisées est mieux que les soins de confort, est mieux que la radiothérapie normofractionnée au classique, il est mieux que la radiofréquence. Il est probablement équivalent à la segmentectomie et à la lobectomie, et on ne sait pas s'il est équivalent ou pas à la résection type wedge. Les contre-indications, il y a des contre-indications qui sont absolues et relatives. Le plus souvent maintenant, avec le recul, c'est plutôt des contre-indications relatives. Bien entendu, la séance de radiothérapie stéréotaxique prend un bon moment, et donc les patients qui ne peuvent pas supporter un décubitus prolongé, c'est un peu compliqué. Quand il y a une atteinte ganglionnaire, bien entendu, c'est une contre-indication. La question autour de la radiothérapie stéréotaxique pour des malades qui ont une pathologie interstitielle est discutable. Il y a une étude au moins qui a montré qu'il n'y a pas plus de toxicité quand on fait de la radiothérapie stéréotaxique chez un terrain
d'insuffisance respiratoire ou avec altération des fonctions respiratoires. Une taille lésionnelle importante, plus de 6 cm, ça pose un peu de problème technique, mais ce n'est pas tout à fait contre-indiqué. Plus de 3 lésions, là aussi c'est un sujet de débat, et une localisation ultra centrale très très proche du médiastin. C'était au départ de l'expérience de la radiothérapie stéréotaxique, c'était considéré comme une contre-indication. Maintenant, en fractionnant le protocole et donc en donnant moins de doses par fraction, en multipliant les fractions, on peut proposer une radiothérapie stéréotaxique pour ces lésions très, très proximales et centrales. Alors, je vais passer pour la radiothérapie, donc au deuxième chapitre, la radiothérapie des formes localement avancées, les stades 3 essentiellement. Et on a vu qu'il y a un progrès énorme, passant de 10% de survie à 2 ans. On parle de survie à 2 ans jusqu'à récemment, suite à l'étude de Pacifique qui a été présentée. On parle essentiellement de survie à 2 ans. Elle était autour de 10% dans les années 80 et puis elle est passée à plus de 60%. Actuellement. Elle arrive autour de 40% à 5 ans et il y avait beaucoup de progrès, notamment des progrès techniques, des progrès de la chimiothérapie, une meilleure gestion de l'efficacité et aussi une meilleure stadification avec l'IRM cérébral, avec les bus, avec le PET scan. Donc on arrive un peu mieux à cerner cette population pour mieux adapter les traitements. Alors, quelle est la séquence thérapeutique optimale? Bien entendu, on a la méta-analyse qui date maintenant de plus de 10 ans. Et qui a clairement établi le standard. Et donc, c'était toutes les études qui ont comparé la radiothérapie et la chimiothérapie séquentielle versus concomitante. 6 études randomisées, plus de 1200 patients, stade 3 non résécable. Et les résultats sont en faveur du groupe radiochimio concomitante, avec un gain de survie globale autour de 4%, 4,5% à 5 ans. Et la même chose pour la survie sans récidive, elle est en faveur du traitement concomitant par rapport à un schéma séquentiel où on commence chimio puis radiothérapie. Et cette réduction absolue de récidive loco-régionale, et donc elle est significative, elle est à 6% à 3 ans. Reste que la survie sans progression à la limite de la significativité et surtout, il n'y avait pas d'impact sur la survie sans métastase. Probablement parce que le traitement systémique de cette chimiothérapie reste à optimiser. On va voir que avec les progrès et l'immunothérapie, ce traitement est un peu plus systématisé et mieux donc géré, mieux optimisé, et on arrive à faire l'écart pour la survie sans progression métastatique aussi. Ce qui fait que suite à cette étude-là, les conclusions des auteurs, c'est clairement le concomitant, radio-chimio concomitante et le standard. Et par rapport à une chimio séquentielle. Les recommandations de l'ESMO aussi admettent le fait de proposer la radiochimio concomitante comme étant le standard, mais si ce schéma n'est pas possible pour une raison ou une autre, et il y a des raisons dans notre contexte, et je reviendrai là sur la plaque suivante, s'il n'est pas possible de proposer le concomitant, on peut proposer le séquentiel qui reste une alternative tout à fait acceptable. Et dans un contexte comme le nôtre, il y a des contraintes cliniques et des contraintes logistiques. Les contraintes cliniques, quand on voit de très grosses tumeurs, il est difficile de proposer un champ de radiothérapie sans être toxique. Donc on aimerait bien, nous, avoir de la chimiothérapie d'abord, réduire les volumes pour essayer de passer derrière et proposer une radiothérapie qui n'est pas délétère. Alors ça c'est le côté clinique, mais il y a aussi les contraintes logistiques et ça se partage dans plusieurs pays avec des différences bien entendu. La situation, si je prends l'exemple de la Tunisie, l'accès à la radiothérapie est difficile, des délais très importants, et on aimerait bien commencer par la chimiothérapie pour se préparer et trouver de la place. Et je ne sais pas si on risque d'avoir des problèmes le jour J, il semble qu'une des causes de décès, vous voyez, c'est la liste d'attente, donc on doit préparer nos arguments. Et on a toujours des débats avec le ministère pour essayer de renforcer la radiothérapie. Et l'accès à la radiothérapie, d'ailleurs le 17 juin, on a une table ronde avec le ministère, la CNAM et tout ça pour discuter et essayer de trouver des solutions pour ces problèmes de délai. Mais on risque d'avoir des soucis, on a des soucis avec les délais de radiothérapie. Et donc c'est pour ça que en pratique, dans notre RCP, à l'Ariana du mois, on est obligé souvent de passer par une chimiothérapie, puis une radiothérapie, donc le schéma séquentiel.
Alors, quelle est la séquence optimale à l'ère de l'immunothérapie? Je ne vais pas m'attarder puisque l'étude Pacifique a été bien présentée et donc il a montré clairement que radiochimio concomitante suivie d'une immunothérapie pour les malades qui ne progressent pas est le nouveau standard puisqu'on arrive à avoir des survies, on parle de survie globale avec donc les premières publications autour de 66% pour le bras radiochimio suivi d'immunothérapie par rapport à 55%. Et je passerai rapidement parce que ça a été présenté. Et vous voyez cet écart en optimisant le traitement systémique et en introduisant la survie, en introduisant l'immunothérapie, on arrive à améliorer aussi la survie sans métastase qui n'a pas été retrouvée dans le schéma classique de radiochimio avec la chimiothérapie classique. Et avec cette mise à jour à 5 ans, effectivement, ça se confirme et des plateaux qui semblent donc se dessiner pour confirmer l'importance ou la valeur ajoutée de l'immunothérapie après une radiochimiothérapie et sans progression, bien entendu. Mais ce problème reste majeur puisque l'accès à l'immunothérapie et le coût posent un problème, du moins dans notre contexte. Et donc c'est une bataille pour les patients, souvent, avec des recours, avec des problèmes parfois qui arrivent devant les tribunaux pour avoir accès carrément à l'immunothérapie, parce qu'ils se voient refuser systématiquement l'accès à l'immunothérapie. Et moyennant des recours, certains patients peuvent avoir cette chance et accéder à l'immunothérapie. Et donc je viens au dernier chapitre qui est la radiothérapie dans les formes donc en post-opératoire. C'est une situation de débat qui est très importante et on a longuement attendu les résultats de l'essai Langhart qui a randomisé les patients qui sont donc opérés avec une chirurgie complète PN2. Parce que la question était presque, donc la radiothérapie a été complètement supprimée dans les autres formes depuis la méta-analyse de 2010. Mais il y avait une tendance où la question était restée donc pour le groupe de malades qui avaient une atteinte ganglionnaire PN2 et il semble y avoir un bénéfice. Et donc cette étude-là, le Langhart, qui était multicentrique et qui a randomisé ces patients-là, donc résection complète, PN2, est-ce qu'on fait une chimiothérapie seule ou on fait une chimiothérapie et une radiothérapie? Alors, les résultats ont été publiés la première fois à l'ESMO il y a 2 ans, maintenant 3 ans. Et donc, malgré une réduction de 50% des récidives médiastinales, il n'y avait pas d'amélioration de la survie sans récidive, ni de la survie globale. Et donc, l'étude a été considérée comme négative. Et la majorité de ces patients-là ont été traités par radiothérapie 3D. Et il semble que la toxicité cardiovasculaire était à l'origine de cette absence de gain de la radiothérapie post-opératoire. Vous voyez clairement la survie globale, les courbes se superposent et donc il n'y a pas de valeur ajoutée à faire de la radiothérapie après une chimiothérapie et après une chirurgie R0, j'insiste là-dessus, PN2. La conclusion de Cécile Lepéchou, qui était l'investigateur principal lors du congrès de l'ESMO 2020, avant la publication de l'article, c'est que finalement, la radiothérapie post-opératoire ne peut pas être considérée comme un standard et du fait probablement d'une toxicité. Mais ils ont continué à analyser un petit peu les sous-groupes pour essayer de trouver est-ce qu'il y a encore des sous-groupes ou des cas particuliers qui peuvent bénéficier de cette radiothérapie. Et à peu près à la même période, il y avait l'essai chinois qui était dans le même design, donc c'était une chirurgie R0 PN2, stade 3A. Ils ont fait la même chose, donc radiothérapie, chimio versus chimio plus radiothérapie. Et là aussi, malgré un gain en survie sans récidive loco-régionale, il n'y avait pas de différence sur la survie globale ou sur la survie sans maladie. Et donc, il est considéré comme négatif, malgré que les Chinois avaient fait une radiothérapie un peu plus optimale que l'étude multicentrique européenne. Et ils ont fait 89%, je pense, de patients avaient une radiothérapie type IMRT. Ils avaient moins de décès, il y avait moins de toxicité grade 4 et de pneumopathie sévère. Et malgré ça, il n'y avait pas donc de bénéfices en survie sans maladie ou survie globale en rajoutant de la radiothérapie.
Bon, quelques critiques, c'est l'impact de Lange-Hart sur nos pratiques. Quand on voit un peu le design de l'étude, c'était une radiothérapie, une randomisation après une chirurgie type R0. Mais qu'est-ce qu'une chirurgie type R0 ? La définition, la nouvelle définition, c'est des marges bien entendu négatives, mais aussi un curage systématique optimal, au moins 3 stations médiastinales, incluant obligatoirement l'R7 et donc sous-carinaire, au moins 3 stations hilaires intrapulmonaires, et la question de cutoff sur les ganglions est débattue, il n'y a pas vraiment un consensus là-dessus. C'est 6 ou plus, donc il n'y a pas vraiment de consensus. Mais chose très importante aussi dans cette définition pour dire qu'on est en situation de R0 et non pas d'une chirurgie incertaine ou qualité de chirurgie incertaine, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture capsulaire des ganglions prélevés à part, parce qu'il peut y avoir un magma et l'anapathe ne peut pas vraiment faire la part, mais quand on a des ganglions séparés à part et qu'il y a de la rupture capsulaire, on peut considérer cette chirurgie comme étant non R0. Et il ne faut pas qu'il y ait aussi une atteinte de la station la plus haute prélevée. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un malade qui a l'R4 qui est positive et qu'on n'a pas fait de prélèvement sur l'R2 et qui était négatif, on peut mettre en question la qualité d'une chirurgie R0. Le liquide pleural et péricardique doivent être négatifs aussi pour considérer la chirurgie R0. Les Japonais ont rajouté l'absence d'atteinte de la plèvre viscérale. Et donc, avec cette définition-là, Cécile Lepéchiot, toujours, avec son assistant, ils ont fait un article, il y avait une sorte d'autocritique de Lange-Hart, et c'était frappant. S'il se réfère à cette nouvelle définition de la chirurgie R0, 29% uniquement des malades répondent à à la définition d'une chirurgie R0. Donc, si on a plus de 2/3 des malades qui ne peuvent pas être considérés comme étant une chirurgie R0 et qui étaient randomisés, jusqu'à quelle mesure on peut prendre les résultats de cette étude. Donc, la question vraiment reste difficile à répondre. Et l'autre point, quand on évoque un petit peu la question de PN2, c'est que dans l'étude de Lange-Hart, ils ont accepté des malades qui avaient de la chimiothérapie néoadjuvante. Et donc, quelle est la signification d'un ganglion PN0N1 après une chimiothérapie? Est-ce qu'on a la même valeur et la même agressivité de la maladie quand on a un N négatif d'emblée ou négativé après la chimiothérapie? En oncologie, de façon générale, si je prends l'exemple des cancers du sein, on ne raisonne pas de la même façon que quand on a un ganglion qui a été positif et qui s'est nettoyé après la chimiothérapie qu'un N0 clinique et pathologique. On a tendance à renforcer le traitement pour ces malades qui négativent leur ganglion après la chimiothérapie. Et donc, est-ce qu'ils ont la même signification? La question est débattue. Et puis, quelle est la signification d'un PN2 post-chimiothérapie? Malgré une chimiothérapie, le ganglion reste, donc le statut N2 reste valable. Donc probablement une maladie qui est plus résistante et peut-être qu'il faudra renforcer un peu plus le traitement. En tout cas, c'est des questions qui sont soulevées et qui n'ont pas encore de réponse. Et c'était étonnant de voir les Japonais, après la publication de l'essai donc Lange-Hart international, et après la publication de l'essai chinois qui a été négatif pour les R0, donc après une chirurgie R0 PN2, pas de radiothérapie, les Japonais ont mis en place un essai, un nouveau essai qui a commencé en 2021 et qui a le même design. Probablement parce qu'ils vont être beaucoup plus stricts sur la définition de la chirurgie R0 et puis beaucoup plus stricts sur la qualité de la radiothérapie, puisque le problème de cette radiothérapie reste une toxicité et une surmorbidité donc cardiovasculaire et pulmonaire, et probablement avec donc plus de précautions sur la qualité de la radiothérapie et plus de qualité de chirurgie R0, on peut s'attendre à des résultats peut-être différents, mais en tout cas, il faudra suivre cet essai de très près.
Et justement, parce qu'il y a des sous-groupes où il peut y avoir un peu plus de bénéfices, il semble y avoir un bénéfice en survie dans certains sous-types de PN2 quand on a une rupture extracapsulaire ou les N2 multisites sur cette analyse qui a été faite effectivement par les groupes de Langart. C'est des sous-groupes qui méritent d'être donc qui méritent d'avoir donc de poser des questions plus que de réponses. Et donc, en attendant, ce que je propose, c'est d'être sûr de la qualité de la chirurgie, selon la bonne définition de la chirurgie R0, de discuter ces cas de PN2 au cas par cas en RCP, c'est ce qu'on fait à l'Ariana de façon systématique. Et si on va proposer une radiothérapie, il faudra proposer une radiothérapie optimale, type IMRT-VMAT, et privilégier, bien entendu, la radiothérapie quand il s'agit d'une chirurgie R1. Voilà, donc les mots-clés pour ma présentation du mois, c'est que la radiothérapie a un rôle à jouer dans les formes localement localisées, le stade 1, sous forme d'une radiothérapie stéréotaxique. Pour les stades 3 inopérables, bien entendu, le standard, c'est une radiochimio concomitante, mais suivie d'une immunothérapie séquentielle si on n'arrive pas à faire le concomitant et suivi d'immunothérapie si on a l'accès à l'immunothérapie. Et pour les stades opérés, radiochimio, CR1 et discuter au cas par cas les patients PN2 de haut risque et l'analyse, bien entendu, elle est en cours. Voilà, donc l'objectif de cette radiothérapie, c'est toujours bien sûr la satisfaction du malade. Et on était surpris la semaine dernière dans le service d'avoir un geste de reconnaissance d'une des patientes qui a pensé à nous offrir à la fin de son traitement un gâteau avec l'effigie du service, du centre de radiothérapie. Elle a pensé à mettre un stéthoscope, pourtant en radiothérapie on n'utilise pas trop les stéthos, mais ça nous a fait plaisir, ce geste de reconnaissance. Et moi aussi, je suis reconnaissant à toute mon équipe et je la remercie parce qu'ils continuent à faire un bon boulot malgré la difficulté de la situation de la radiothérapie. Et je vous remercie. Merci, professeur Kouchbati, pour cette excellente conférence. Et la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Micro. Non, répétez, pas de micro. Oui. Ça marche pas. Non. Essaye de. Je vais répéter la question si je l'entends. Dans certains cas, on nous dit que c'est une contre-indication parce que c'est très proche soit de l'oreillette gauche, soit d'un gros vaisseau, et donc il y a un risque de mort subite. Est-ce que c'est toujours ça ou c'est un risque même à discuter au cas par cas, et quelles sont les indications dans ces cas? Oui, ça concerne uniquement la radiothérapie stéréotaxique. Les premières expériences, c'était une radiothérapie à de très fortes doses en 2-3 séances, et même une seule séance. Et du fait de la proximité justement du médiastin, les gros vaisseaux, le cœur, il y avait beaucoup plus de toxicité et de mortalité, morbidité, avec des nécroses et des hémorragies. Et donc, actuellement, quand il s'agit d'une tumeur proximale, centrale ou ultracentrale, au lieu de faire une fraction, 2 fractions, on va jusqu'à 8 fractions. Et en diminuant la dose par fraction, la toxicité baisse et ce n'est plus une contre-indication. Voilà. Oui, docteur Mohamed. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez raison d'insister sur la qualité de... Attendez, s'il vous plaît, ça ne marche pas les micros. Hein. Il faut régler les micros, s'il vous plaît. C'est bon? Merci. Vous avez raison d'insister sur l'importance du curage ganglionnaire et sur le nombre de ganglions sont différents pour chaque individu. On peut pas enlever, on peut enlever 5 chez quelqu'un, chez une personne, et 10 chez quelqu'un d'autre. C'est très important le curage parce qu'il fait partie du traitement de la prise en charge chirurgicale avec la lobectomie ou le segment. Il y a aussi il y a le nombre des ganglions qui est très important. Et aussi les trois gestes, l'immunothérapie, les rayons et la chirurgie, c'est
c'est des thérapeutiques complémentaires. Je pense qu'il ne faut pas se mettre en conflit tous les trois. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit l'immunothérapie, pré, per et post, ainsi que les rayons, et la chirurgie à jouer dans la prise en charge du cancer. Merci. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis en question, c'était sous forme de question, le nombre de ganglions, parce qu'il n'y a pas effectivement de consensus là-dessus. Il y a d'autres pathologies comme le rectum ou le sein où on arrive à mettre un peu la barre sur un nombre de ganglions. Et effectivement, c'est très variable et c'est pour ça que l'idéal, ce qui est recommandé, et les chirurgiens le savent mieux que moi, c'est qu'il y a des stations qu'il faudra prélever, mais pas forcément un nombre limite. Vous avez tout à fait raison. Oui.